cette température, puis on est en train de refroidir. Vous avez remarqué? Et au niveau du liquide, il n'y a rien. Toujours rien. Il y a des suspensions qui se forment. Donc vous avez une partie du liquide, c'est celui du liquide. Ce n'est pas de liquide là. Voilà, maintenant c'est de liquide là. Donc vous avez une série qui se forme. Lorsqu'on est arrivé à 50, la quantité du solide vient de s'agrandir, plus on refroidit, plus le liquide qu'on a se transforme en solide, jusqu'à la transformation de la quantité totale. C'est sans refroidissement. On va utiliser pour tracer une courbe et par la suite les diagrammes bilan. Je pense qu'on était là la fois passée, avec la diminution de la température, ça va nous permettre de tracer ce courbe. Maintenant, si on utilise un mélange, vous avez au niveau du premier tube 100% du composé A. Et puis, on a utilisé 20% du composé A, 20% du composé B, 80% du composé A. Regardez la ligne de la courbe. On a dit la fois passée que lorsqu'on fait un refroidissement, on va diminuer la température jusqu'à qu'on arrive à un point de changement d'état physique. Maintenant, à ce point, normalement, la température va stabiliser jusqu'à la transformation totale de l'état physique, et puis on continue par la suite à diminuer. Et lorsqu'on a un mélange, ça ne se fait pas, parce que ça, c'est les cas d'accord purs. Si vous avez un mélange, c'est pas ce qui se passe. Si vous avez un mélange, en arrivant à un autre point qui est différent du point de solidification du premier composé, là, en 1140 et 1160, on a commencé à avoir quelque chose qui se ressemble à ce que vous venez de voir ici. Vous allez commencer à remonter la disposition des quelques particules, donc une transformation d'une partie du composé que vous avez en solide. Autrement dit, vous avez dans le milieu réactionnel une coexistence de deux états physiques différents, un liquide et un solide. Puis vous allez continuer jusqu'à l'arrivée à un point qu'on va définir tout de suite, qu'on appelle la point de détective. Donc, à partir de ce point, les deux corps vont se comporter, les mélanges de deux corps vont se comporter comme si c'était un corps pur, c'est-à-dire ils vont se transformer tous les deux en solide et ils vont fixer la température. Par la suite, si on fait un autre mélange, 40%, 60%, 60% d'A et 40% de B, on va remarquer que le commencement de la solidification va se former à partir d'une température qui est différente de la première, différente de la température de solidification de corps pur. Maintenant, c'est 1118. Jusqu'à qu'on arrive au point de transformation du mélange, 1110, puis une quatrième expérience, 60%. Maintenant, c'est l'inverse, 60% de B et 40% d'A. Et là, le premier point de virage, la température initiale, c'est à 1195. Vous avez remarqué qu'elle est supérieure au point de solidification du composé A. Tout simplement parce qu'on a bouleversé la composition de notre mélange. Maintenant, la A n'est plus un produit majoritaire dans la composition. Elle est devenue un produit minoritaire. Le majoritaire, c'est l'autre. Parce que c'est devenu 60% de B, 40% d'A. Et puis, le mélange va continuer à avoir une coexistence de deux états physiques, solide plus liquide, jusqu'à le point éthylique où le mélange va se transformer, va se comporter comme si c'était un corps. Maintenant, en faisant les 80%, on va remarquer le commencement de la déposition du solide à partir de 1300. Donc, plus important que 1195 parce qu'on se rapproche du point de solidification du composé B lorsqu'il est tout court. Donc, à 1330, vous avez 100% de B. Maintenant, le plus important dans tous ces courbes qui sont nés que des courbes de refroidissement, c'est ce point de virage. 1160, 1140, 1118, 1195, 1330, 1300, 1330. Et bien sûr, ce point qui est plus important que tous les autres, les 1100. Donc, ça va nous permettre de tracer ces courbes. Et ces courbes vont
va nous donner une idée sur la composition du mélange. Donc, si vous avez une température qui est supérieure à TA, normalement on a un liquide homogène, une composition de deux corps. Si on arrive à ce point, si on arrive à des valeurs qui sont inférieures à cette courbe, on trouve le mélange A sous forme de solide et le liquide qui est une partie de A et une partie de B. En arrivant à ce point, toute la quantité que vous avez va se transformer en solide. C'est comme si le mélange a les caractéristiques d'un corps pur. C'est ça l'objectif de cette norme. Parce qu'on va voir que les applications industrielles vont se baser sur ce point. Donc le point étectique, c'est un point d'un diagramme d'état correspondant à la transformation étectique réversible d'une phase liquide à deux phases solides distinctes. Donc on va se transformer d'un état liquide qui en fait n'est qu'un mélange de deux composés vers un état solide qui est encore un mélange de ces deux composés. Et normalement, ce n'est pas habituel. Ce qui est habituel, c'est que lorsque vous avez un corps pur, on peut avoir cette transformation. Et normalement, cette transformation doit prendre du temps. Par contre, le mélange étectique, c'est un mélange qui nous permet d'avoir un bouleversement de deux états liquides, de deux composés différents, vers des états solides de ces deux composés différents. Et on va voir que ça peut nous permettre d'avoir des applications industrielles. On va voir l'application industrielle qu'on utilise ici dans les pays où la température est très basse. Regardez, ça c'est le mélange dont je vous parlais la fois passée, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est un mélange de NaCl par exemple avec de l'eau. Je vous dis la fois passée que généralement nous, en faisant une réaction à une température 0 degré, on fait ce qu'on appelle un bain de glace. C'est-à-dire on ajoute de la glace aux alentours du ballon et ça va nous permettre de contrôler la température en utilisant un thermomètre aux alentours de 0 degré. En faisant les glaces, parce que sous une température ambiante, les glaces ne sont pas durer très longtemps. Donc il va se convertir, se transformer en son état liquide. Maintenant, pour l'obliger à garder le maximum possible son état solide, on lui ajoute des NaCl. Et ça peut aller jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Donc, si on sale les routes en hiver, afin que les glaces forment un étectique, avec les sels étectiques qui est liquide à des températures négatives. Normalement, l'eau va se transformer en solide à 0 degré. Or, dans ces pays, la température peut aller jusqu'à moins 10, moins 20, moins 25, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour régler ce problème au niveau de l'eau? Ils vont ajouter une solution salée sur les routes. S'il ajoute des solutions salées, le neige, quand il tombe, il ne va pas donner un solide. Ce qu'il va donner, c'est un liquide en fait. Et donc, ça va faciliter le nettoyage de ces routes. Vous comprenez? Donc, l'objectif d'avoir un mélange étectique, c'est d'avoir des applications industrielles qui ne sont pas faisables lorsqu'on utilise le corps pur. Si on utilise l'eau pure, il va se solidifier à 0 degré. Si on utilise le NaCl, il va se solidifier aussi à une autre température. Mais le mélange de deux va nous permettre d'avoir un mélange liquide jusqu'à des températures négatives, jusqu'à moins 15, moins 10, ainsi de suite. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une solution industrielle. Ce n'est pas la seule solution, mais vous pouvez avoir également d'autres solutions, ce n'est qu'un exemple. Alors, donc un mélange étectique, c'est celui qui a des propriétés qui se ressemblent aux propriétés d'un corps pur, c'est-à-dire qu'il peut se transformer, qu'il peut passer directement de son état liquide à son état solide, malgré qu'il est constitué d'un mélange, et le mélange, généralement, il ne fait pas ça. Nous venons de voir le coup, normalement, un mélange, il doit se transformer de cette façon.
un mélange de deux corps, il va se transformer de cette façon. Donc, une température, par la suite, il commence à avoir la coexistence des phases, puis jusqu'à qu'il arrive à ce point étectique. Par contre, un mélange étectique, c'est-à-dire à une température bien déterminée, à une pression bien déterminée, il peut se comporter comme un corps pur. Donc, définition, un étectique, c'est un mélange de deux corps purs qui font et se solidifient à température constante, contrairement au mélange habituel. Il se comporte en fait comme un corps pur du point de vue de la physique. Donc, au niveau de ces chromatogrammes, il y a ce qu'on appelle les liquidis. Les liquidis, c'est cette eau. Pourquoi on l'appelle liquidis? Parce que lui, il fait la différence entre deux phases liquides et une seule phase liquide qui est un mélange de deux corps et une phase homogène une phase hétérogène entre solide et liquide. Donc le liquidis, c'est un trouble d'équilibre qui sépare un domaine monophasé liquide d'un domaine biphasé comprenant un liquide et un solide. Courbe d'apparition des premiers cristaux lors d'une cristallisation. Lors d'un refroidissement, c'est les courbes à partir desquelles on remarque l'apparition des cristaux. Vous avez aussi la courbe solidis. Solidis, c'est celui-là, celui qui est en plat. Lui aussi, il sépare entre ces deux phases qui sont biphasées et une seule phase qui est un solide. Donc, courbe d'équilibre séparant un domaine biphasé liquide bisolide d'un domaine biphasé où tous les constituants sont sous forme de solide. Et ensuite, dans le domaine biphasé, il faut distinguer des compositions différentes. C'est que dans cette première partie, vous avez le composé A qui est sous forme de solide, plus un mélange liquide de A et B. Et dans la deuxième partie, vous avez la partie solide, c'est le composé B plus un mélange liquide de deux constituants. Ça, c'est la solidification, la différence entre solidification d'un mélange et solidification d'un corps. Donc, on a parlé de ça tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle un diagramme Miller. Même le refroidissement qu'on a utilisé pour tracer le groupe solidis et liquidis, on peut l'utiliser pour tracer le diagramme Miller. Ça, c'est le refroidissement du composé A à tout. Vous avez un seul point, une seule température qui s'intéresse, c'est la partie de laquelle il fait les changements de capacité. Ça, c'est le pourcentage 20% de B, 80% de A. Donc, si on fait le refroidissement, on a deux points distincts. Le premier point, c'est le point à partir de laquelle on remarque le dépôt des cristaux. Et le deuxième point, c'est le point à partir de laquelle on a le commencement de la solidification du deuxième point. Donc, ces deux points, on va utiliser chacune pour tracer une courbe qui concerne la solidification du composé B et une courbe qui concerne la solidification du composé A. Toujours en utilisant la courbe d'analyse thermique ou la courbe de refroidissement. Donc, ça va nous permettre de faire la même lecture que nous faisons de départ. Vous avez un liquide. Ça, c'est la phase liquide. Vous avez les mélanges liquides plus solides. Et vous avez ici les solidis lorsque vous avez un mélange sous forme de solide. Donc, généralement, ce qu'on va faire dans ce chapitre. Et on va essayer d'aborder la chromatographie parce que demain, vous allez faire des techniques en chromatographie. Je ne sais pas si je vais parler de ça. On vous a parlé de ça? Oui. Merci. Je ne sais pas si vous avez révisé ça, le chapitre. Non, ce qu'on a fait, pas ça. Réviser ce qu'on a fait avant. Donc la chromatographie, non, avant la mission, vous étiez en grève. Donc la chromatographie, c'est un procédé physico-chimique de séparation au même titre que la distillation, l'extraction, et ainsi de suite. Les techniques c'est aussi un procédé qui nous permet de faire la séparation des constituants. En conséquence, il nous permet également de faire la purification si on a un composé qui contient des petites traces des impuretés.
Donc, la chromatographie est un procédé physico-chimique de séparation des constituants d'un mélange. Bien sûr, ce mélange, on va l'appeler ici dans la chromatographie un solide. Par entraînement, on voit une phase mobile qui peut être liquide ou bien gaz, le long d'une phase stationnaire qui peut être solide ou bien un liquide fixe. Grâce à la préparation sélective des solidités entre ces deux phases. Donc, chaque solidité est donc soumise à une force de rétention exercée par la phase stationnaire et une force de mobilité liée à la phase mobile. Pour simplifier tout ça, on va essayer de prendre un exemple. On va expliquer les choses. Supposons que vous avez une colonne. La colonne, c'est n'est qu'un verre, un cylindre en verre. On l'appelle une colonne chromatographique. Bien sûr, il contient ici un feuilleté et un robinet qui va nous permettre de contrôler. On a besoin de deux phases, une phase solide et une phase qu'on appelle une phase stationnaire, qui peut être solide ou bien liquide, mais dans le premier exemple, on va utiliser des phases solides pour simplifier. Et on a besoin également d'une phase mobile qu'on va utiliser ici, une phase mobile. Phase mobile, c'est-à-dire un solvant, un mélange de solvants, de l'eau, et ainsi de suite. Ça peut être le chloroforme, du chlorométhane, n'importe quel solvant. Et on a l'échantillon qu'on va traiter en utilisant la composée. Ainsi, cet échantillon doit être un mélange de plusieurs composés. L'un d'eux peut être un composé majoritaire et les autres, ce n'est que des impuretés qu'on veut séparer de ce composé ou l'avoir. La phase stationnaire la plus utilisée, c'est la gel de silice ou la silice. La silice, ce n'est que le sable, le calcium. C'est des grains, le sable. Le sable traité, ça donne ce qu'on appelle des silices. On va voir plus tard la composition. Donc, on a besoin d'une phase solide et on a besoin d'une phase mobile, une phase stationnaire et une phase mobile. Si on mélange les deux et on le verse dans la colonne, ça va nous permettre d'avoir ici ce mélange. Il est là dans cette colonne. Par la suite, c'est ce mélange qu'on va ajouter notre échantillon. Et puis, on continue à ajouter, après avoir ajouté notre échantillon, on va commencer à ajouter la phase mobile sur l'échantillon. Quand on lui ajoute la phase mobile, c'est pour l'obliger à se déplacer à travers la colonne. C'est ça que je fais. Si on l'oblige à se déplacer à travers la colonne, normalement, s'il a plusieurs constituants A, B, C, ces plusieurs constituants ne doivent pas avoir la même affinité vis-à-vis de la phase stationnaire. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être retenus de la même façon. Autrement dit, quand ils se déplacent pour traverser la colonne, ils doivent se déplacer avec des vitesses différentes. Ce qui va nous permettre d'avoir la séparation entre nous. Et la phase mobile. Oui, on va les mélanger ici, dans la colonne, et par la suite, on va faire un dégazage pour. On ouvre le robinet et on permet à la phase mobile de tracasser la phase stationnaire pour compacter le milieu, parce que c'est des grains. Normalement, s'il s'agit de grains, normalement, il y a les liquide entre ces grains. Si on ajoute la phase liquide, on va permettre à ce système d'être compacté le maximum possible. Par la suite, on y ajoute ça, on va le parvenir. Et d'autres choses. Par la suite, on ajoute les solidités, et puis après les solidités, on commence à ajouter la phase mobile de nous. L'objectif, c'est obliger les solidités à traverser la colonne. Si elles traversent la colonne, les constituants, chacun d'eux selon sa nature, va avoir sa propre vitesse. Et s'il a sa propre vitesse, on aura une séparation. Ce que vous avez ici, c'est du diable. Ce n'est pas forcément que ce soit la réalité, parce qu'on va voir que parfois, on a un chevauchement entre les entités. On a besoin de jouer, soit c'est la nature de la phase mobile, soit c'est la nature de la phase stationnaire, pour faire une meilleure séparation. Mais l'essentiel, nous, on essaie toujours d'avoir quelque chose comme ça. Une séparation de ces noms. Donc ça c'est la A, ça c'est le B et ça c'est le C. Et par la suite, si on ouvre le robinet et on continue à faire l'expérience, on peut utiliser des types pour récupérer, oui, ce qui sort de la colonne. Normalement, on va récupérer A ici, puis vous avez des colonnes qui ne contiennent que la phase mobile, puis un autre type pour le B, et puis ainsi de suite. Ça c'est l'idée. Donc c'est ça pour faciliter les choses. Stationnaire, c'est le solide. Phase mobile, c'est un solvant ou un mélange de solvant. Premièrement, on mélange la phase stationnaire avec la phase mobile. Et on ajoute ça dans la colonne. Ça, on appelle une chromatographie cyclone. C'est la chromatographie.
ça. Donc on mélange les deux, on ajoute dans la colonne et par la suite, on utilise une pipette ou on verse, si on peut le faire sans cultiver la surface, on ajoute l'échantillon. Et puis on commence à ajouter de nouveau le solvant en utilisant un pipette. Et ça va obliger ces solutés à traverser la colonne. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ici deux phénomènes. Le phénomène qui relie la relation entre le solité et la phase stationnaire, parce que la phase stationnaire, son rôle, c'est d'essayer de ralentir, emprisonner le maximum possible de solité à l'intérieur de la colonne. Et la phase mobile, son rôle, c'est le contraire. C'est d'entraîner la phase mobile et essayer de l'obliger à quitter la colonne. Donc c'est comme si on a un équilibre ou un partage de cette solité entre deux phases différentes, une phase solide et une phase mobile. Donc on va résumer à notre introduction. Maintenant le principe repose sur l'équilibre des concentrations de composés présents entre deux phases en contact, la phase stationnaire et la phase mobile, qui se déplacent. Donc la séparation est basée sur l'entraînement différentiel des constituants minéraux. Ces derniers parcourent la phase stationnaire avec des temps proportionnels à leurs propriétés intrinsèques, la taille, la structure, ou leur affinité avec la phase stationnaire, polarité, formation des phases mobiles. Donc l'expérience de base en chromatographie peut être décrite comme suit. On immobilise dans une colonne un solide finement divisé appelé phase stationnaire. On place au sommet de cette colonne un petit volume de l'échantillon à séparer. On force cet échantillon à traverser la colonne du haut en bas au moins de la phase mobile afin d'entraîner ces divers constituants. Si les composés présents migrent à des vitesses différentes, ils pourront être recueillis séparément, chacun en solution dans la phase mobile. C'est ça en général. On fait ça dans les équipes. Chromatographie, c'est quand même. Vous allez faire une autre technique, vous allez commencer avec le chromatographie CC1. C'est le plus facile, mais c'est le principe. Vous pouvez faire d'autres également. Je m'en rappelle plus. Parce que je préparais le facile l'année passée, c'est pas moi, c'est ça. C'est quelqu'un d'autre. Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans le côté? Est-ce qu'on a programmé une chromatographie psychologique? Mais généralement, puisque vous faites le contrôle des médicaments, et le TP, vous allez le faire sur des médicaments, le mieux, ce n'est pas de faire une chromatographie psychologique, mais une autre chromatographie, c'est CC1 ou en utilisant la spectroscopie qui est visible ou infrarouge. Ah, vous allez faire c'est quoi? Vous allez faire quelque chose de médicament. Donc les techniques, c'est considérablement amélioré. Depuis ce début, on dispose actuellement des chromatographes pilotés par des logiciels qui assemblent autour d'une colonne performante et miniaturisée. Donc ce que je viens de vous présenter sur la colonne, c'est la première expérience qui a été utilisée, qui a permis la découverte de la chromatographie. C'est ce qu'on utilise dans les laboratoires de recherche si on fait une extraction intimale ou autre, si on fait une réaction de sphincter. Généralement, on a besoin de faire une chromatographie sur colonne, mais tout a été par la suite matérialisé en utilisant des logiciels et des appareils sophistiqués. Donc, la caisse totalité de laboratoire maintenant utilise ce qu'on appelle les HPLC et les CPG pour faire des techniques chromatographiques, surtout pour la caractérisation. Donc, je replie une colonne sur laquelle l'expérimentateur ajoute une quantité, puis il continue à ajouter un seul. C'est devenu quelque chose de plus sophistiqué. Pour pouvoir séparer des micro-quantités de l'échantillon, tout ensemble d'accessoires destinés à assurer la répétabilité des expériences successives par la maîtrise parfaite de différents paramètres de séparation. Mais ça reste toujours le même principe et les mêmes techniques à peu près. Donc, là, on utilise un appareil qui va vous donner la fin de secours d'image de la chromatographie. Mais l'essentiel, on va utiliser une colonne qui est différente de la colonne que vous venez de voir, qui est plus sophistiquée et plus efficace également, et qui permet d'analyser même des quantités à l'ordre de micro. Donc, bien sûr, ça c'est
recherche, c'est de faire la séparation des phases. Mais normalement, à la fin de cette colonne, vous avez un détecteur, et ce détecteur va donner des signaux qui vont apparaître sur l'écran d'un ordinateur, et on trouve ce qu'on appelle un chromatographe. Donc, maintenant, la chromatographie, ce que vous allez travailler, c'est un chromatogramme sur l'écran de l'ordinateur. Parce qu'à partir du chromatogramme, on doit déduire est-ce qu'on a pu faire la séparation ou pas, et est-ce qu'il est nécessaire de changer les conditions afin d'avoir une bonne séparation. Donc, chaque pic représente au moins un constituant. Représente au moins un constituant si on a pu faire la séparation. Mais si les conditions proposées ne sont pas idéales pour séparer par exemple des constituants, il se peut qu'un pic ne soit qu'une superposition de 2 ou 3 ou n constituants. Donc on a besoin toujours de vérifier les conditions pour être sûr de la séparation. L'essentiel d'un pic, c'est un chromatogramme. Un chromatogramme est constitué de pics. Et chaque pic, normalement, constitue une quantité d'une matière qui a été détectée par un détecteur et qui a été par la suite exprimée par des réponses sous forme d'acide. Différentes techniques chromatographiques. Donc la classification de la chromatographie peut se faire en fonction des mécanismes de séparation. Les facteurs qui interviennent dans le partage des molécules à séparer entre les phases fixes mobiles sont les solubilités dans un solvant liquide, la taille, la polarité et la charge électrique. Donc la chromatographie en phase liquide, CPL, c'est-à-dire que la phase, si on dit en phase liquide, cela veut dire que la phase liquide, la phase mobile est une phase liquide. Parce qu'une phase mobile, ça peut être soit un gaz, soit un liquide. Si on dit chromatographie liquide, cela veut dire que la phase mobile utilisée est un liquide. Dans ce cas, la phase mobile est un liquide. Selon la nature de la phase stationnaire, on peut distinguer, parce que la chromatographie est constituée de 2 phases. La phase stationnaire, qui peut être un solide ou un liquide, et la phase mobile, qui peut être un liquide ou bien un gaz. Donc, on peut distinguer dans la chromatographie liquide, selon la nature de la phase stationnaire, le premier type, la chromatographie de partage. Donc, c'est une chromatographie liquide-liquide. La phase stationnaire est un liquide fixé sur un support inerte, de l'eau par exemple sur la cellulose, d'un papier ou autre. La chromatographie d'exclusion, on l'appelle également chromatographie d'exclusion-diffusion, tamissage moléculaire, gel de filtration ou perméation de gel. La phase stationnaire est un solide poreux. Les grosses particules sont exclues de la phase fixe, en revanche, les petites particules impies diffusées dans les pores du gel. Cette technique est basée sur les pores qui existent dans la phase stationnaire. Normalement, si les mélanges que vous allez ajouter, il est constitué de particules qui ont des tailles différentes. Les particules qui ont une petite taille, ils vont rentrer dans les pores, et quand elles rentrent dans les pores, ils vont rester emprisonnés à l'intérieur le maximum possible du temps, bien sûr, à l'intérieur de la colonne. Cela veut dire que les molécules qui sont constituées de grosses tailles, ils ne seront pas emprisonnés par la phase stationnaire et ils vont passer en premier lieu. Donc la technique ici est basée sur la taille des constituants du mélange. Les molécules volumineuses, ils vont passer en premier lieu parce qu'ils n'ont pas d'affinité vis-à-vis de la phase stationnaire. Autrement dit, ils ne seront pas retenus ni emprisonnés par la phase stationnaire et donc ils vont passer rapidement avec la phase mobile. Les molécules de petite taille vont rester emprisonnées à l'intérieur de la phase. Donc ils vont sortir un deuxième type. Le deuxième type, le troisième type, la chromatographie d'absorption. Donc la chromatographie d'absorption, c'est une chromatographie liquide solide. La phase stationnaire est un absorbant solide poreux. Je pense qu'on a expliqué l'absorption et l'absorption de la phase stationnaire. C'est quoi la différence entre absorption et absorption? Absorption et adsorption. C'est la surface. Cela veut dire que les molécules seront fixées sur la surface. Et cette fixation peut être soit d'origine physique, soit d'origine chimique. Si par exemple, il y a la phase stationnaire, généralement, c'est des cycles qui sont liés avec l'oxygène. Bien sûr, tout ça, ça peut être des carbones de hydrogène.
des liaisons, des doublés électroniques libres. Si vous ajoutez un solitaire, par exemple, qui est formé des alcools, supposons qu'il est formé des alcools. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura la formation des liaisons hydrogènes entre les hydrogènes de ces alcools et la phase stationnaire. Et c'est pourquoi la matière va rester absorbée sur la surface de la phase. Ça peut se fixer de cette façon, ça peut être aussi. Là, physique, c'est-à-dire que les liaisons qui se font, c'est des liaisons de type Van der Waals. Ça, oui, ça peut être seulement un rapprochement entre deux entités. Supposons que vous avez ici un lien. Si vous avez une entité quelconque, CH3, CH2, P, avec 4 liaisons, donc charge plus, normalement on va avoir aussi une relation entre les entités chargées négativement au niveau de la phase stationnaire et les entités chargées positivement au niveau de l'isolité et vice-versa. Ce n'est pas une liaison chimique, c'est une liaison ionique. Oui, une liaison chimique, cela veut dire qu'on a fait une rupture de liaison, on a formé une grande liaison. Là, vous n'allez pas faire une rupture de liaison. Une liaison chimique, c'est comme cela veut dire qu'il y a fait une réaction. Une réaction veut dire la rupture et la formation d'une liaison. Supposons que vous avez ça, puis vous avez H+, et Cl- par un premier lien, 1 et 2. Je vais former ça, plus, par la suite le Cl- quand il vient, il va déplacer ça et j'aurai ça. Ça on l'appelle une liaison chimique. Une liaison chimique parce qu'il y avait la rupture d'une liaison et la formation d'une autre. C'est-à-dire qu'il y avait un échange des électrons entre des entités. C'est ça une liaison chimique. Soit l'un d'eux a participé par le boulet électronique, soit chacun d'eux a participé par un seul électron pour former la liaison. Ça on appelle une liaison chimique. L'autre, ce n'est pas le cas. C'est un rapprochement parce que celui-là il porte une charge fictive delta plus et l'autre il porte une charge fictive delta moins. Donc c'est un rapprochement dit à la différence des charges électrostatiques. Un manquement d'électrons, un excès d'électrons, le rapprochement des deux, parce que le principe en physique, c'est que des entités qui ont des charges opposées se rapprochent entre elles, et le contraire s'éloigne. Donc l'essentiel, une absorption peut se faire soit par la formation des liaisons hydrogènes, des liaisons Van der Waals et l'essentiel, la phase stationnaire, dans ce cas, est capable de fixer, d'emprisonner ou de ralentir au moins une partie des constituants de notre mélange par rapport aux autres, ce qui va nous permettre d'avoir des vitesses de déplacement différentes et va nous permettre de faire la séparation des constituants du mélange et du constituant de mélange. S'il vous plaît. Donc la chromatographie. Phase mobile moyenne. Généralement, si on fait, regardez, si vous avez une sphère, vous faites le contact entre une deuxième sphère, une troisième sphère. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un vide. Si on ajoute la phase mobile, normalement, elle va remplir ces espaces vides. Ça, c'est une part. De l'autre part, parce qu'il s'agit d'un liquide, il va obliger ce système à avoir le minimum possible des phases vides. C'est ça ce qu'on appelle le compactage. Il va compresser le solide afin d'avoir le minimum
de volume occupé par la phase stationnaire. Et là, ça ne va pas dire qu'elle emprisonne la phase stationnaire. La phase stationnaire, elle est emprisonnée par le corps de la colonne elle-même, qui est le corps cylindrique, et qui contient ici à la fin, soit on va lui ajouter des cotons, ou bien il est frité. Je pense qu'on a parlé du frité la fois passée, lorsqu'on a parlé de la filtration. Et vous avez ici, bien sûr, un robinet qui vous permet de contrôler les débits. Donc, ces frités ne vont pas laisser la phase stationnaire passer. Ce qui va se passer, c'est seulement la phase mobile. Et les matières qui sont solubles dans la phase mobile. C'est-à-dire les constituants de notre mélange qui sont solubles dans la phase mobile. Et là, il faut comprendre que notre solidité, lorsqu'on l'ajoute ici, pour traverser cette distance, elle ne va pas la traverser avec la même vitesse. Le constituant A, il a sa vitesse, le constituant B, il a sa vitesse, le constituant C, il a sa vitesse. Pourquoi ils doivent avoir des vitesses différentes? Parce qu'eux, ils n'ont pas la même affinité vis-à-vis de la phase stationnaire. L'un d'eux, il est emprisonné par la phase stationnaire, très retenu par la phase stationnaire. L'autre, il est moins mal retenu, et le troisième, peut-être, il n'est pas retenu par la phase stationnaire. Donc, celui qui n'est pas retenu par la phase stationnaire, il va passer rapidement avec la phase mobile. Et on va les récupérer en premier lieu. Celui qui est moins mal retenu par la phase stationnaire, il va passer en deuxième lieu, ainsi de suite. Maintenant, comment la phase stationnaire puisse retenir les solidités, c'est le mécanisme dont on parle ici et sur laquelle on applique là, c'est les techniques chromatographiques. Donc, ils sont les particules de grande taille, la chromatographie d'exclusion. On a même des phases stationnaires qui contiennent des pores. Alors, une phase stationnaire, c'est la phase stationnaire la plus simple, celle qu'on utilise dans la colonne chromatographique. Maintenant, les phases stationnaires, ce n'est plus des grains, c'est un fil comme ça. À l'intérieur de ce fil, il y a des pores. Des pores, c'est-à-dire des vides. Quand la phase stationnaire elle passe, les molécules qui ont une grande taille, ils ne peuvent pas rentrer dans les pores. Ils sont plus volumineux. S'ils ne sont pas rentrés dans les pores, ils vont passer. Les molécules de petite taille, ils vont rentrer dans les pores. Quand ils rentrent dans les pores, ils seront emprisonnés. Quand ils sont emprisonnés, ils vont passer en deuxième lieu. Cela veut dire que les molécules de taille plus volumineuses, ils vont passer en premier lieu. Si tu as un mélange qui est constitué de molécules qui n'ont pas la même taille, le mieux c'est d'utiliser la chromatographie d'exclusion. Et c'est généralement utilisé par les biologistes, surtout dans le cas des protéines. Pour faire la séparation des protéines, ils utilisent la chromatographie d'exclusion. Donc, le quatrième type, la chromatographie d'absorption, c'est-à-dire que les mécanismes utilisés par la phase stationnaire afin de retenir les solidités, c'est un mécanisme d'absorption, soit par la formation de liaisons hydrogènes ou d'autres. Donc la chromatographie d'absorption en phase inverse, c'est une chromatographie liquide solide dans laquelle la phase stationnaire est polaire. Donc la chromatographie sur échange d'ions, la phase stationnaire est un échangeur d'ions constitué par une résine porteuse de groupements ionisés, négativement ou positivement, exerçant des interactions de type électrostatique. Si vous avez également la même chose, une résine qui a des charges positives, si vous avez un mélange qui contient des charges positives et des charges négatives, les molécules porteuses de charges qui ont la même nature que la phase stationnaire, ils ne sont pas retenus par la phase stationnaire. Ils vont passer en premier lieu. Par contre, les autres, ils vont rester emprisonnés par la phase stationnaire. Emprisonnés, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester tout le temps dans la phase. N'oubliez pas qu'on est en train d'ajouter la phase mobile. Et son rôle, c'est d'obliger la phase stationnaire à de s'en débarrasser des solidités qui vient de fixer. Donc la chromatographie sur l'échange, la chromatographie d'affinité, la phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique, bioaffinité pour une solidité de l'échantillon à analyser. Ça aussi une autre technique qui utilise les micro-organismes. Donc chromatographie en phase gazeuse, ou CPG. Donc la phase mobile est un gaz appelé gaz vecteur ou encore gaz porteur. On distingue dans ces cas la chromatographie gaz liquide. C'est une chromatographie de partage. Partage, c'est-à-dire que les techniques de la phase stationnaire fait la séparation en utilisant le partage.
Donc la phase stationnaire est un liquide fixé par une ébullition d'un support inerte. La chromatographie gaz solide, c'est une chromatographie. Hein? Partage, c'est-à-dire partage entre deux phases différentes. On va voir tout de suite. Si on parle de la chromatographie, c'est que j'ai mal. Attendez, je vais voir ici. Voilà, chromatographie de partage. Regarde. La chromatographie de partage, c'est une chromatographie liquide. La phase stationnaire est un liquide fixé sur un support, l'eau par exemple. C'est ça la chromatographie de partage. Partage entre deux phases. Là, la phase stationnaire, c'est un liquide. La phase mobile, c'est un liquide. C'est pourquoi on l'appelle partage. Partage entre deux phases différentes. Malgré que l'idée, c'est la phase stationnaire qui a pour objectif de retenir les solidités. Et l'autre, c'est la phase mobile qui a pour objectif de faire déplacer les solidités. Voilà. Donc, celle-là, elle est une technique de partage. Ou une chromatographie de partage. Donc, il y a des notions fondamentales en chromatographe. Donc, en chromatographie en phase liquide, les séparations sont basées sur la différence de distribution des espèces entre des phases non miscibles d'une station, d'une stationnaire, une phase non miscible, des phases non miscibles, l'une une phase stationnaire et l'autre une phase mobile. Donc, pour un système chromatographique donné, le coefficient de distribution K ou coefficient de partage est défini par K est égal à CS sur CM. CS, c'est la concentration de solidité dans la phase stationnaire, et CM, c'est la concentration de solidité dans la phase mobile. Nous venons de dire que la phase stationnaire, son rôle, c'est de retenir les solidités. Et la phase mobile, son rôle, c'est de faire entraîner les solidités. Et normalement, cette solidité, la question qui se pose, elle se trouve dans la phase stationnaire ou dans la phase mobile? Le solidité, il se trouve dans la phase stationnaire ou dans la phase mobile? S'il est dans la phase mobile, normalement, il ne peut pas être retenu par la phase stationnaire. Hein? S'il est dans la phase stationnaire, il ne peut jamais quitter la colonne. Les solidités, il se trouvent dans la phase stationnaire ou dans la phase mobile? Il est la chromatographie. S'il est dans la phase stationnaire, cela veut dire qu'il est emprisonné dans la colonne et il ne va jamais quitter la colonne. S'il est dans la phase mobile, on ne peut pas arriver à avoir la séparation parce que lui, s'il passe dans la phase mobile, s'il se trouve dans la phase mobile, il ne peut pas être retenu par la phase stationnaire. Voilà. Dans les deux phases. C'est pourquoi on parle de partage. Coefficient de partage. Cela veut dire que les solidités que vous avez, ils se trouvent dans les deux phases. Ou s'il était seulement dans la phase stationnaire, il ne va pas quitter la colonne. S'il était dans la phase mobile, on ne va pas trouver la séparation. Lui, il va être en partage entre les deux. Il y a la question comment se fait ce partage. S'il est en partage, comment se fait ce partage entre les deux? Au début, on a mélangé les deux. Et où? Et où? Et où sont mélangés, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la phase stationnaire et la phase mobile. Mais ce qu'on cherche, c'est de purifier le solide. لا يقولوا لي أول شيء أمر بالبلد ثم هو بناء يعود لا فاز ستاسيونير ما هو قاع واحد آخر يعود لا فاز موبيل لأن لا يوجد لا سيباراسيون بيني ولا يقام على فاز موبيل لا فاز موبيل شرط أنه لا تفيد لا فاز ستاسيونير قال صاحبكم علم هو فيه مماثل كنتين معناه أنه il est en partage entre les deux phases. Maintenant la question comment se fait ce partage? أنا قاعد نعرف بين ما partage بس من حال البارتاج بيناتهم c'est-à-dire والله ان والله 10 والله 10 شو منهم عند بيافين على لا فاستسين والاخر بيافين c'est pas ça la question donc تحاول تقول الميكانيزم هو رانا عرفنا له هو ما يجي لا فاز ستاسيونير tout لا يجي لا فاز موبيل il doit être en partage entre les deux. Maintenant, comment il doit être en partage entre les deux? On ajoute des solidités avant la phase de mobile. On ajoute des solidités avant la phase. On ajoute des solidités? C'est la phase. C'est pas. من قبل البصرات نعطيه مساحة شهر يقولوا تعطيه بهاي البلد اللي تعطيه بلد
le processus, les limites, ils étaient où? Avec les garçons, avec les fichiers du ils étaient en train de. Maintenant, comment c'est fait ce partage? Maintenant, en termes de déphase, comment il se transforme les solidités en termes de déphase? C'est ça la question. Oui, il a défini une coefficient qu'il appelle un coefficient de déphase. L'essentiel, c'est quelque chose qui se ressemble à ça. Donc, ça a des phases différentes. Maintenant, comment il se déplace les solidités en termes de déphase? C'est ça la question. On va voir. Donc, pour un système chromatographique donné, le coefficient de distribution, K, ou coefficient de partage est défini par K est égal à CS sur CM. Avec CS, c'est la concentration de solidité dans la phase stationnaire, et CM, c'est la concentration de solidité dans la phase mobile. Merci, la concentration dont on parle ici, c'est une concentration massive, c'est-à-dire la masse par rapport au volume. L'essentiel, ce qu'on doit comprendre, c'est que, à l'intérieur de ce colonne, si je reviens à colonne, vous avez ici plusieurs volumes. Vous avez le volume qui est à l'intérieur de la colonne, vous avez le volume de la colonne. Et vous avez un volume qui est occupé par les grains qui constituent la phase stationnaire. Et vous avez un volume qui est occupé par la phase mobile également. Donc, si les solidités se trouvent fixées sur les grains de la phase stationnaire, c'est ça la concentration de solidités dans la phase stationnaire. Si les solidités se trouvent à l'intérieur de vide, qui est rempli par la phase mobile, c'est ça la concentration de solidités dans la phase mobile. Donc, c'est ça le partage entre les deux. Et on va voir tout de suite comment se passe pour faire la séparation. Donc, il y a une concentration de solidité dans la phase mobile, c'est-à-dire la quantité de solidité qui est emprisonnée à l'intérieur de la phase stationnaire. Et il y a la concentration de solidité dans la phase mobile, c'est-à-dire la quantité de solidité qui est solubilisée dans la phase mobile. Et il ne faut pas oublier que le volume de la colonne, il est partagé entre un volume qui est occupé par la phase stationnaire et un autre qui est occupé par la phase mobile. Donc, l'efficacité de la colonne. Tout ça va nous pousser à ce qu'on appelle une efficacité de la colonne, parce qu'en fait de compte, une colonne qui n'est pas efficace ne va pas nous permettre de faire la séparation, et nous, notre objectif, c'est de faire la séparation la plus efficace. Donc, c'est un paramètre qui sert à mesurer la performance d'une colonne à distillation fractionnée. On a vu une colonne à distillation fractionnée la fois passée. Autant il est souhaitable, dans une distillation fractionnée, d'avoir le plus de distillation simple possible pour obtenir les meilleures séparations. La colonne de distillation, on a parlé la fois passée, il est constitué des chambres. Donc, possible pour obtenir les meilleures séparations des constituants d'un mélange, autant il est souhaitable que le passage d'une substance de la phase mobile à la phase stationnaire et inversement se fasse sur la distance la plus courte possible. Donc, au lieu de considérer le déplacement réel continu de la phase mobile, on admet que celle-ci progresse par sauts successifs et se met en équilibre avec la phase stationnaire entre deux transferts. Pour normalement, la question qui se pose, notre solidité, lorsqu'il se déplace dans la colonne, il va se déplacer d'une manière continue ou discontinue. Discontinue. C'est-à-dire, lorsque j'ai ajouté, voilà ma solidité au début de la colonne, à un instant T1. R. Et à un instant T2, elle va être où? Quelque part ici. L'autorité là, la solidité aujourd'hui. Après, aller avec les détails. Les détails, lorsqu'on parle de mécanisme de fixation sur la phase stationnaire. Il faut séparer. Ça, c'est le mécanisme. Je ne parle pas de ça. Mais moi, je viens d'ajouter une quantité ici, d'une matière quelconque. À un instant, après 10 minutes, pendant 5 minutes, pendant 3 minutes, cette quantité se trouve dans la colonne ici. C'est long le déplacement. Maintenant, est-ce que ce déplacement se fait d'une manière continue ou discontinue? C'est-à-dire, est-ce que à T2, j'ai toute la quantité ici, ou bien il me reste une autre petite quantité dans la partie de la colonne où j'ai commencé à terme? Donc, je vais dire T0, T1, T2,
T3, T4, T5, maintenant si on ajoute, attendez, j'avance un petit peu dans le texte pour arriver à ce que je cherche. Au lieu de considérer le déplacement réel continu de la phase mobile, on admet que celle-ci progresse par sauts successifs et se met en équilibre avec la phase stationnaire en détransfert, ce qui permet de découper fictivement la colonne en un certain nombre de zones dans lesquelles l'équilibre sont réalisés et que l'on appelle plateau théorique. On peut aussi calculer le profil de répartition des espèces de proche en proche après chaque transfert dans chaque plateau. Donc, cette théorie est basée pour expliquer le mécanisme d'équilibre entre la phase stationnaire et la phase solide, et la phase liquide, pardon, l'équilibre entre les deux. On va considérer que notre colonne est constituée de ce qu'on appelle des plateaux théoriques. Bien sûr, la hauteur de chaque plateau est égale à h. Hauteur équivalent à un plateau théorique. S'il y a un deuxième plateau, troisième plateau, quatrième plateau, cinquième plateau, et ainsi de suite. Maintenant, si on ajoute la quantité à un instant T1, au niveau de ce premier plateau, je dois avoir un équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile. C'est-à-dire qu'au niveau de ce plateau, je peux calculer la constante de partage qui est CS sur C1. Au niveau de cette partie. Donc, je dois avoir un équilibre. Maintenant, pour passer de cette partie de la colonne vers l'autre partie, je dois avoir un nouveau équilibre. C'est-à-dire, supposons que j'ai commencé ici avec une quantité 64 mg que j'ai ajouté dans ma colonne ici. Après un instant T1, je dois avoir une quantité 32 ici et une quantité 32 ici. Un instant T2, ça c'est, bien sûr, ce que je vais faire ici, c'est pas la réalité, mais c'est quelque chose qui rapproche la réalité, qui rapproche l'équilibre qu'on cherche à expliquer. Supposons qu'il me reste ici 16, j'ai ici 32, et j'ai ici 16. Ici j'ai 8, j'ai ici 8 plus 16 c'est 24, 24, 8, j'ai ici 4, 12 plus 4 c'est 16, 24, 12 plus 4 c'est 16, et j'ai ici 4. T5, nous allons maintenant T6, T7. Donc, j'ai ici 2, 2 plus 8, 10, 8 plus 12, 20, 12 plus 8, 20, 12 plus 2, 14, et j'ai ici 2. Donc j'ai ici 0, j'ai ici 5 plus, pardon, non, il me reste ici 1 plus 5, 6, 5 plus 10, 15, 20, 10 plus 7, 17, 7 plus 1, 8, et j'ai ici 1. Là, j'ai 0. J'ai ici 4. Et ainsi de suite. Donc, regardez. En instant T0, j'ai une quantité 64 mg que j'ai ajoutée de mon solitaire qui se trouve au niveau du premier plateau de la colonne. Donc, c'est comme si on prévoit que la colonne, ce n'est pas une seule entité homogène. En fait, la colonne, c'est des petites colonnes différentes, c'est-à-dire des étapes qui ont la même hauteur, mais qui sont différentes par rapport à l'équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile. Donc, lorsque j'ajoute la quantité du solitaire, elle sera emprisonnée au niveau du premier plateau de la colonne. Et normalement, toute la quantité se trouve dans la phase stationnaire. Si j'ajoute la phase mobile,
et il y aura un équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile. Ce qui va permettre le déplacement d'une partie de la quantité initiale vers le deuxième niveau de la colonne. Donc, il me reste dans le premier niveau, dans le premier plateau, 32 mg. Dans le deuxième, je vais avoir 32 mg. En instant T3, il me reste la moitié de ma quantité ici qui est 13, il me reste 16. Ici, il me reste la moitié et je vais recevoir une moitié qui vient du plateau numéro 1. Donc, enfin, j'ai 32. Ici, j'ai 16. Par la suite, il me reste ici la moitié de ce que j'avais plus la moitié que j'ai ici, 24. La même chose ici. Et puis, j'ai 8. En fin de compte, à un instant T7 par exemple, il ne reste plus rien de la matière au niveau du premier plateau. C'est comme ça que la matière se déplace à l'intérieur de la colonne. C'est comme si que la colonne n'est pas une seule entité. C'est comme si que le déplacement n'est pas un déplacement continu, mais un déplacement discontinu. Du fait que la colonne elle-même, elle est constituée de ce qu'on appelle des plateaux théoriques, et l'équilibre et le partage entre la phase stationnaire et la phase mobile du solidité, ce n'est pas au niveau de la colonne entière, mais c'est au niveau des différents fragments de la colonne, au niveau des plateaux de la colonne. Donc cette théorie, on l'appelle la théorie des plateaux théoriques. Donc chaque colonne chromatographique, elle est constituée des plateaux, et l'équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile s'effectue au niveau des plateaux. Bien sûr, ce que j'ai utilisé ici, 64-32, c'est très idéalisant. Ce n'est pas forcément que c'est la moitié de la quantité qui va se transformer dans la deuxième partie, mais c'est une quantité de la matière seulement. Donc c'est ce déplacement qui va nous permettre de faire la séparation au niveau de la colonne. Donc plus la colonne contient le maximum de plateaux théoriques, plus cette colonne est efficace. Plus le nombre de plateaux théoriques est grand, plus la colonne est efficace. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une étape d'équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile, une étape de partage entre la phase stationnaire et la phase mobile de ces constituants, et ça va nous permettre d'avoir une meilleure séparation. نحن بالبلاسما نحن نتعلم بالبريمير بلاتو بالنسبه لي الدوتا شو الديزيم بلاتو يعني البريمير بلاتو نحن قلنا عن اول شيء عليه سانتيزر وكان عنده سانتيزر مع ما عدت ما تفتح لك ولا ايوا ديزي اتي ان البريمير بلاتو خلطت الديزيم بلاتو ايوا هي لا quantité de ciment من رايك فاهم هي اللي déplacer كامل الشوط la deuxième partie de la colonne voilà les chiffres il est de déplacer quand même cette deuxième partie, la séparation mécanique. Il est deux phases. خلينا نعمل deux phases. نتكلموا على séparation du constituant. ولنا في A, B, C. نحن ندور séparation. ils sont components. A, B, C, comment ils vont se comporter? نقدر la colonne, أنا قلنا إنه هو partagé entre les deux phases. اليوم يعادل واحدة من les deux phases ما نسموه séparation. يعادل la phase stationnelle, il y a la colonne. يعادل la phase mobile, يأخذ من 10 لعملية séparation. هذا هو اللي معناه إنه هو un partage entre les deux phases. Maintenant, يعادل un partage entre les deux phases, le partage في القسم الحالي. continu ولا discontinue. ويعادل continu ولا discontinue. شنو الميكانيزم اللي يخرج؟ supposons عندنا مثلا هذا اللي صابينا هون après un instant T يلا هو كان يمشي من البلاصة ويجي لي البلاصة. دير عاد هو اللي يخرج ما نجي ولا séparation. معناه شنو؟ معناه نمشي منه شيء ومشي. يمشي للماتير. La moitié, l'événement pour simplifier les choses, pour nous, c'est très idéal. Et ça, c'est un exemple pour faciliter les choses, pour que tu puisses comprendre les choses. Nous, regarde, il y a une chivage, il est la phase mobile. Il y a une chivage, il est la phase stationnaire. Et le mécanisme de il va se répéter une fois. Maintenant, comment il se répète une fois? Nous avons calculé un coefficient de partage. On va partager entre les deux phases. Il doit avoir une logique. À la lumière de laquelle il se partage entre les deux phases. معناه إنه ما يجي تعود ça se passe d'une manière continue. معناه يمشي d'une manière discontinue. إذا عاد يخرج d'une manière discontinue معناها la colonne elle-même n'est pas homogène. معناها la colonne فيها طبقات. إذا يعود فيها طبقات comment ça se passe? C'est pourquoi ils ont inventé ce qu'on appelle la théorie de plateau théorique. Comme moi je vous l'avais dit, non, la colonne doit être constituée de ce qu'on appelle des petites colonnes. Des petites chambres si vous voulez. Et vous avez un équilibre au niveau de chaque chambre. Maintenant, un équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile. Et au niveau de cet équilibre, que la phase mobile va prendre une quantité de la matière, elle va l'amener avec elle vers une nouvelle partie de la colonne. Et il y a une quantité qui va rester emprisonnée.
Pour faciliter les choses, j'ai donné cet exemple. Et ça, c'est très idéal. Pour comprendre, nous, si on suit un partage de cette façon, à un instant quelconque, il ne reste plus de quantité au niveau de cette première partie de la colonne. أنا العدد سندرت لك بريمير بلاتو. الكرونومتر سندرت لك بريمير بلاتو. Chronomètre, أنا ما نحسب لي temps. tu vas t'assurer le temps, tu es en train de faire une expérience. Le temps, حسب راسه. تيجي معصبة ولا سيدي عليك مليمتر بيتي، le temps واضح المقال. وأنا تنخلص لي quantité de substance أو substance. Tu es en train de récupérer tes composés en bas dans des tubes. Tu es en train de voilà, que les cabines soit des plaques CCM, vous allez voir ça demain, soit vous allez utiliser d'autres techniques pour la caractérisation. Maintenant, si tu le fais, tu es arrivé à faire la séparation. نتكلموا عن الميكانيزم اللي يخدم la colonne. C'est que ça passe dans la colonne. Les zéros apparaissent les beaux, indiquent les premières plateaux. Un dit zéro pour dire nous après un instant T quelconque, le composé va quitter une partie de ta colonne. معناها أنا بقطر بالصيغة après un instant راجل راسه quitter. حتى هو après un instant راهو cette partie de la colonne sûr et certain ما تدشي le composé que tu as ajouté. Puis quand tu l'as ajouté bon. Après un instant T هو maintenant هو عادي لا بضيع. Maintenant, comment il se déplace à l'intérieur de la colonne? Il faut imaginer que la colonne est constituée de ce qu'on appelle des plateaux théoriques. Et à condition, c'est une matière. La colonne, ce qu'on a ajouté, c'est la même matière, c'est la même nature. Donc, il faut au moins accepter que la colonne est constituée de plusieurs niveaux, de plusieurs tableaux, et que tous les plateaux théoriques ont la même hauteur. C'est comme si la colonne est constituée de disques qui ont le même volume. Donc le plateau théorique, ce n'est que des disques au niveau de la colonne. C'est comme si, qu'on a dit, nous en fait notre colonne, ce n'est qu'une composition de n colonnes. Le cas où il y a une colonne, en fait, vous là, une petite colonne ici, une petite colonne ici, une petite colonne, mais ils sont tous de même nature. Ils viennent se rejoindre pour constituer notre colonne. Ça, c'est pour expliquer le déplacement de la matière entre la colonne et l'équilibre entre la phase stationnaire et la phase mobile. Normalement, si vous continuez ce que je viens de faire ici, vous allez remarquer que ça va se déplacer. Bien sûr, ce que vous avez ici, c'est le plateau numéro 1, le plateau numéro 2, le plateau numéro 3. C'est le plateau 1, P1. Plateau 2, plateau 3, plateau 4, plateau 5, plateau 6, ainsi de suite. Et on va voir, ça va nous permettre d'établir des grandeurs physiques qui peuvent être calculées et nous donner une idée sur la qualité de la colonne. À la fin de l'expérience, tu vas récupérer toute la quantité d'amplitude. Et la dernière, c'est à la fin de l'expérience, ça dépend de l'expérience, c'est pas dans le linéaire, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 minutes, 5 minutes. Il faut comprendre le calcul des plateaux théoriques, pour le plateau en traduit. Nous, on imagine qu'on a des plateaux à l'intérieur de la pièce. Donc, une colonne est alors dite comportée d'un plateau théorique si, dans des conditions données, elle a la même efficacité qu'une colonne fictive d'un plateau théorique. Donc la théorie de plateau établit qu'après un certain parcours dans la colonne, donc les pics d'émission peuvent être assimilés à des courbes gaussiennes, dont l'écart typique exprimé à l'unité de temps est lié au nombre de plateaux théoriques parcourus par la relation. Donc n est égal à TR' au carré sur delta au carré. Bien sûr, TR, c'est le temps de rétention, c'est-à-dire le temps effectué par la solidité à l'intérieur de la colonne. Et sigma, c'est la largeur du pic à mi-hauteur. Je vais voir ce qu'on a ici. Voilà. Ça, c'est un pic gaussien. Ça, on l'appelle un pic gaussien. Et les grandeurs sur lesquelles on va travailler sont les suivantes. On a besoin de ces grandeurs. On a tout décrit. Ça, on appelle un pic gaussien.
Dans un chromatogramme, le premier pic qui sort, c'est le pic qui correspond à la phase mobile. La phase mobile, c'est-à-dire les solvants qu'on a utilisés pour faire entraîner le solitaire. Et généralement, là, pour qu'on puisse utiliser une matière comme phase mobile, elle ne doit pas avoir aucune affinité vis-à-vis de la phase stationnaire. Généralement, c'est des solvants avec leur forme, la sphérique, l'eau, et ainsi de suite. Donc, le premier pic qui sort, c'est celui qui correspond à, ça c'est 0, le débit de notre chromatogramme. Le premier pic qui sort, c'est le pic qui représente la phase mobile. Et généralement, sa taille n'a rien à voir avec la quantité de la matière. Ça peut être un petit pic, ça peut être un grand pic, parce que lui, il représente la phase mobile qui est une matière qui n'est pas retenue par la phase stationnaire. Normalement, si on mesure la distance entre 0 et la projection du sommet de ce pic, il y a ce qu'on appelle le temps mort. Le temps mort, c'est le temps parcouru par la phase mobile afin de se déplacer à travers la colonne. Donc, pour passer au début de la fin de la colonne, le temps effectué par la phase mobile, on l'appelle le temps mort. Le temps mort, oui. Par la suite, on va recevoir la première matière qui a pu traverser la colonne. La projection de ce sommet nous permet de trouver ce qu'on appelle le temps de rétention. Le temps de rétention, c'est le temps nécessaire entre la projection du sommet et le débit du 0. Donc ça, on l'appelle le temps de rétention, c'est-à-dire le temps parcouru par la matière afin de traverser la colonne. Le temps de rétention du solide. C'est le temps passé par le solitaire à l'intérieur de la colonne. Ça, on l'appelle temps de rétention. Maintenant, la différence entre le temps de rétention et le temps mort, on l'appelle le temps de rétention réduite, TR'. Ça, c'est les grandeurs qui sont liées au temps. Il y a d'autres grandeurs aussi qui nous intéressent parce qu'ils vont nous permettre de faire les calculs de l'efficacité de la colonne. Le premier, ça, on appelle la hauteur. Ça, c'est une hauteur. On dit que la différence entre le sommet de ce pic et la ligne de base. Et aussi, on prend la largeur du pic à une hauteur de 13,6%. La largeur, si on le mesure en centimètres, s'il nous donne par exemple 5 cm ou 3 cm, 3 cm correspond à 100%. Normalement, 13% correspond à une valeur qu'on doit calculer. Il dit que la valeur, voilà, il dit que la valeur qui correspond à 13%, je vais mesurer la largeur de mon pic. La largeur de mon pic à cette hauteur, on l'appelle W ou W0. Donc W ou W0, c'est la largeur du pic à une hauteur de 13,6%. Il y a une autre grandeur aussi qui m'intéresse, c'est la largeur du pic à une hauteur de 50%. Une hauteur de 50%, ça, on l'appelle delta. Voilà, delta B. Temps de rétention réduit. On va le voir, c'est certainement le temps de rétention réduit. La différence entre le temps de rétention et le temps. Et vous avez une autre grandeur qui est sigma. Sigma, c'est la hauteur du pic à 60,6. Voilà, 66%, 60,6%. La mi-largeur, ça on l'appelle sigma. Donc ces grandeurs sont très intéressantes pour calculer l'efficacité de la colonne. Ils ont trouvé que l'efficacité de la colonne N est égale 16 fois TR' au carré sur... Ça c'est l'efficacité. Ça c'est l'efficacité effective. Nous on a besoin de l'efficacité théorique. Donc l'efficacité théorique, pour le calculer, c'est-à-dire calculer le nombre de plaques théoriques dans la colonne, N est égal à TR au carré sur sigma au carré. Sigma raïda. C'est ça sigma. C'est le demi-largeur du pic à une hauteur de 60,6%. Oui, et TR c'est le temps de rétention. Et les deux unités doivent être soit ces deux unités en unités différentes. C'est long, ou bien. Professeur, c'est quoi le sigma, c'est le demi-largeur du pic à une hauteur de 60,6%.
Donc n est égal TR au carré, c'est sigma au carré. Les caractéristiques géométriques de la courbe de quotient permettent de calculer pour une unité donnée n à partir du chromatogramme. N est égal 16 fois TR au carré, c'est W au carré. W, c'est la largeur du pic à une hauteur de 13,6%. Delta, c'est la largeur du pic à 50%. Sigma, c'est le demi-largeur du pic à une hauteur de 60,6%. Vous pouvez calculer l'efficacité de la colonne en utilisant soit sigma, soit W, soit delta, parce qu'il y a une relation entre les trois grandeurs. Soit n est égal TR au carré, c'est sigma au carré, ou bien n est égal 16 fois TR au carré, c'est W au carré, ou bien n est égal 5,54 TR au carré, c'est delta au carré. Ça, c'est la largeur du pic à 50%, la largeur du pic à 13% et le demi-largeur du pic à 60,6%. De la même manière aussi, on peut calculer l'efficacité effective de la colonne. Donc, vous avez une efficacité théorique et une efficacité effective. Dans l'efficacité effective, au lieu d'utiliser TR, on va utiliser TR'. TR', c'est le temps de rétention réduit. Le temps de rétention réduit, c'est la différence entre le temps de rétention et le temps mort. Le temps de rétention, c'est le temps nécessaire pour qu'un solitaire puisse traverser la colonne. Le temps mort, c'est le temps nécessaire pour que la phase mobile puisse traverser la colonne. Et TR', c'est la différence entre les deux. Donc, pour comparer entre elles, deux colonnes différentes de longueur, on définit la hauteur équivalente à plateau théorique. Hauteur équivalente à plateau théorique, où HEPT ou bien H, c'est celui dont je viens de parler. Dans la colonne est constituée des plateaux. Donc, chaque plateau, son hauteur, c'est HEPT. Donc ça c'est HEPT. HEPT ou H si vous voulez. Pareil, tout ça c'est HEPT. La hauteur équivalente à un plateau théorique. Camille Gadi, bien sûr. La hauteur équivalente à un plateau théorique. La colonne elle est constituée de petites colonnes. Toutes les colonnes Camille qui ont la même hauteur. Puis la hauteur, on peut le calculer, est égale à N sur N. Avec N, c'est la longueur de la colonne, et N, c'est le nombre de plateaux théoriques. Pour le nombre de plateaux théoriques, on peut le calculer, on peut le mesurer facilement en utilisant les temps de rétention et les largeurs de pic. Maintenant, les notions de temps. HLPT, c'est ça, Hauteur équivalent à plateau théorique. De nous rappeler tout à l'heure. Donc, un constituant est caractérisé par son temps de rétention. Son temps de rétention, c'est-à-dire le temps qu'il passe emprisonné à l'intérieur de la phase stationnaire. C'est-à-dire le temps nécessaire pour que lui il peut passer du début à la fin de la colonne. C'est ça le temps de rétention. Qui représente le temps écoulé entre l'instant d'injection et celui qui correspond sur le chromatogramme au maximum du pic. Donc si vous avez un pic, il suffit de faire la projection du sommet de ce pic. Ça va vous permettre de prendre la distance entre 0 et cette projection pour trouver le temps de rétention. Dans le cas idéal, TR est indépendant de la quantité injectée. Ça, on doit le retenir. C'est-à-dire injecter 1 gramme ou 0,5 microgrammes ou 10 kg, le temps de rétention ne varie pas. Tu vas avoir toujours sur le chromatogramme le même temps de rétention. Parce qu'il est indépendant de la quantité injectée. Donc, c'est ça le point fort de cet appareillage, c'est que tu peux faire les analyses que tu veux avec une petite quantité de l'ordre de microgrammes. Donc, un constituant non retenu sort de la colonne au temps terme, appelé temps mort, donc, ou T0. La matière non retenue par la colonne, c'est la phase mobile. La phase mobile n'est pas retenue par la phase stationnaire. Donc, la différence entre le temps de rétention et le temps mort est désignée par le temps de rétention réduite du composé. On l'appelle TR'. TR' est égal à TR moins TR. Donc, notion de volume. Le volume de rétention ou d'édition, le volume de rétention vers de chaque solitaire représente le volume de phase mobile nécessaire pour le faire migrer d'une extrémité à l'autre de la colonne. Donc, il correspond sur le chromatogramme au volume de la phase mobile qui s'est écoulé entre l'instant de l'injection et celui correspondant au maximum du temps. Ça, on l'appelle le volume de rétention. Donc, il faut distinguer entre le volume de la colonne, le volume de la phase stationnaire, le volume de la phase mobile, le volume mort et le volume de rétention. Donc, le volume de rétention, il est différent du volume de la phase stationnaire.
il est différent du volume de la colonne. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Le volume de rétention de chaque solitaire représente le volume de phase mobile nécessaire pour les faire migrer d'une extrémité à l'autre de la colonne. Donc, tu vas ajouter un solitaire sur une colonne. Il va déplacer cette colonne d'ici jusqu'à ici. Les quantités du solvant qui te permettent de faire déplacer cette solitaire d'ici jusqu'à ici, c'est ce qu'on appelle le volume de rétention. C'est le volume nécessaire. Hein? C'est la seule chose que vous pouvez faire dans le système. Il y a une phase stationnaire, stable, elle ne bouge pas, c'est pourquoi on l'appelle phase stationnaire. Donc le volume d'édition ou de rétention de chaque solitaire représente le volume de phase mobile nécessaire pour le faire migrer d'une extrémité à l'autre de la colonne. Il est correspondant sur le chromatogramme au volume de la phase mobile qui s'est écoulé entre l'instant de l'injection et celui correspondant au maximum. Connaissant le débit de la phase mobile, supposé maintenu constant, on définit le volume de rétention. Donc VR est égal à TR fois D, avec D c'est le débit. Le débit, là où le volume moi. Le débit, c'est le débit, ça n'a rien à voir. Le volume moi, c'est le débit. Le volume, le volume, c'est CTM fois D. C'est le volume réel, il correspond à la phase mobile. Aujourd'hui, il y a combien de séances? Des séances. Maintenant, le travail commence à partir de... Vous connaissez ça ici?